Si vous n'écoutez que les grands médias occidentaux et les responsables de l'administration, vous allez croire qu'on est non seulement en train de gagner cette guerre contre l'Iran, mais qu'elle est quasiment déjà pliée. Et très bientôt, le camp iranien, aussi divisé soit-il, avec on ne sait même pas vraiment qui est aux commandes, finira forcément par se soumettre à nous. C'est ce qu'on penserait en écoutant les médias dominants. Mais si on écoute vraiment tout, et surtout si on fait attention à la réalité sur le terrain, on en ressort avec une attente un peu différente. Et ceux qui font confiance aux médias traditionnels risquent d'être déçus à l'avenir. Nous, on va essayer de couper court à tout ce baratin, avec quelqu'un qui revient tout juste du terrain et qui peut vraiment nous dire ce qui s'y passe en réalité. C'est notre ami Patrick Henningsen, journaliste et analyste géopolitique. Il est le fondateur du site d'analyse d'actualité 20thCenturyWire.com et animateur de l'émission Sunday Wire. Et bien sûr, il revient tout juste d'Iran. Apparemment, tu as réussi à rattraper un peu de sommeil, donc tant mieux pour toi. Mais surtout, bienvenue à nouveau dans l'émission, Patrick. C'est un plaisir d'être avec vous, Daniel Davis. Écoutez, avant même qu'on entre dans tout ça, parce que ce que je vais montrer ici est un peu étrange, j'aimerais que vous nous donniez d'abord une vue d'ensemble. La dernière fois qu'on vous a eu à l'antenne, vous étiez encore à Téhéran. Vous aviez assisté au cortège funéraire. Je me demande simplement, depuis votre dernier passage, que ce soit à travers les gens ordinaires que vous avez rencontrés ou les responsables que vous avez pu interviewer sur place, quelle impression vous en retirez aujourd'hui? Où en sont-ils à l'approche de cette situation actuelle où l'on risque peut-être une escalade? Parce que le président Trump, il y a quelques jours, ou peut-être que c'était hier, a déclaré que la semaine prochaine, on allait frapper les infrastructures énergétiques et que les choses pourraient vraiment s'envenimer. Alors, où en est le camp iranien en ce moment? Oui, c'est un bon point de départ, Daniel. J'ai eu le grand privilège d'assister à une conférence réservée à un petit groupe de journalistes internationaux et iraniens triés sur le volet. Ça se passait à Mashhad, la ville sainte de Mashhad. La conférence était dirigée par Ebrahim Azizi, le président de la commission parlementaire chargée de la sécurité nationale et de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Nous avons posé plusieurs questions très précises et une chose est ressortie de façon absolument claire. On peut dire que c'est plus ou moins la ligne politique qui fait consensus au sein du gouvernement iranien. Il a dit, et je cite aussi fidèlement que possible, les vidéos sont sur YouTube, il a dit « Nous n'avons aucune, je répète, aucune attente que les États-Unis puissent remplir ou soient capables un jour de remplir leurs obligations dans quelque accord que ce soit. » Bon, laissez ça vous pénétrer un instant. Ce que ça veut dire, Daniel, c'est que les Iraniens ne sont pas idiots. Ils ne se font aucune illusion sur tout ce théâtre, cette mise en scène, avec J.D. Vance chez Joe Rogan et tout le reste que les États-Unis balancent pour donner l'apparence de négociation. Les Iraniens savent exactement ce que font les États-Unis. Les États-Unis le savent aussi, et tout le monde le sait. Je ne pense pas que tous les Américains le sachent, mais les États-Unis sont en train de créer, avec leurs alliés, de fausses provocations mises en scène. Ils utilisent différents moyens, peu importe lesquels, pour pousser les navires à sortir des routes officiellement approuvées dans le golfe Persique iranien. Le but, c'est de provoquer des incidents qui donnent aux États-Unis un prétexte pour une escalade militaire. Ils veulent frapper des cibles précises, des îles, des stations radars, des infrastructures, tout le long du détroit d'Ormuz, mais aussi des villes du sud comme Bandar Abbas, Chabahar, Konarak et d'autres encore. L'idée, c'est qu'au fil des mois,
cela affaiblisse progressivement la capacité de l'Iran à administrer et à contrôler physiquement le détroit d'Ormuz. Et comme tu le sais, Danny, c'est leur principal levier dans toutes ces négociations. C'est donc là-dessus que les États-Unis concentrent leurs efforts. Et d'après les Iraniens, si ce qu'ils disent est sincère, alors ils savent que les États-Unis n'ont jamais, qu'ils sont entrés dans le protocole d'accord comme une ruse. Donc si on admet que les États-Unis et Israël essayent simplement de gagner 3 ou 4 mois jusqu'aux élections de mi-mandat pour se réarmer et se réapprovisionner, alors toute cette mise en scène montre clairement que les États-Unis n'ont aucune intention de respecter leurs engagements. Ils n'auraient pas pu le saboter aussi profondément avec la clause numéro 1, avec ce faux accord de normalisation entre une partie du gouvernement libanais et Israël. Ça a tué la clause 1, et bien sûr, les clauses 4, 5 et les autres ont été torpillées par les États-Unis eux-mêmes. Voilà, c'est ça la discussion du côté iranien, Daniel. Tu vois à quel point c'est complètement différent de la discussion américaine. Bon, regardons ça de plus près, parce que c'est un point vraiment important, si on arrive à le faire. Beaucoup de gens aux États-Unis disent que toutes ces frappes qu'on mène, je crois qu'il y en a eu 5 séries depuis le 7 juillet, visent en fait à affaiblir la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. Or, comme on en a déjà parlé, il y a en gros une demi-douzaine de façons différentes pour l'Iran de contrôler ce détroit. Et quoi que vous frappiez le long de la côte, ça ne suffira pas. Il n'y a tout simplement pas assez de cibles touchées qui fassent vraiment partie de ce qui permet à l'Iran de garder le contrôle. Ce sont surtout ces 30 et quelques bases de missiles dispersées un peu partout dans le pays qu'on n'a même pas la capacité de détruire. Donc tout ce qu'on frappe sur le littoral, à mon avis, ça n'a même pas d'impact sur leur contrôle réel du détroit d'Ormuz. Mais c'est ce que les gens croient. Alors, je te demande, toi qui? Tu m'entends, Patrick? Oui, je t'entends, Daniel. Ah, tu as entendu ma question? Répétons juste la dernière partie, perdu la deuxième. La dernière partie, c'est qu'on affirme que si on détruit suffisamment de ces sites radars et d'autres cibles le long du littoral, on pourrait priver l'Iran de sa capacité à contrôler le détroit. Alors je vous demande, est-ce que c'est exact? Ou bien le fait qu'ils aient une trentaine de villes de missiles dispersées à travers le pays, est-ce que ça leur permettrait de garder le contrôle? Ou est-ce que les États-Unis peuvent vraiment les affaiblir? Eh bien, je pense que les sites de missiles que possède l'Iran peuvent empêcher les États-Unis de mener toute opération terrestre, de concrétiser, vous savez, le rêve de Jack Keane à propos de l'île de Karg. En gros, ça rend ce scénario impossible. Donc, oui, l'Iran a la capacité de frapper n'importe quelle position américaine retranchée s'il décidait d'en établir dans le golfe Persique. Mais à part ça, oui, les États-Unis peuvent gêner, ils peuvent compliquer la vie des Iraniens sur le plan de la gestion physique du détroit. Et je suis sûr que c'est bien leur intention. Mais, concrètement, ça fait 2 choses. Cela renforce la position et donne raison aux partisans de la ligne dure en Iran, ceux qui disent que les États-Unis sont un pays avec lequel on ne peut pas négocier, qu'ils ne sont pas capables de négocier de bonne foi, et qu'en réalité, ils sont déterminés à détruire complètement le pays iranien, sa société et même sa civilisation. En fait, les États-Unis font eux-mêmes cet argument à leur place. Depuis, je dirais, le mois de février, Donald Trump a littéralement anéanti et détruit toute forme d'opposition en Iran, quelle qu'elle soit. Toute sympathie envers les États-Unis, toute opposition au gouvernement, au guide suprême ou au Conseil, tout cela a été balayé. Les États-Unis ont fait un travail incroyablement efficace et complet pour détruire cette opposition par chacune de leurs actions,
par tout ce qu'ils font en évitant toute forme de diplomatie. Et encore une fois, je ne pense même pas qu'ils essayent d'éviter le sujet. Daniel, moi, j'ai une vision beaucoup plus cynique. Pour moi, ils n'ont aucune intention de mener de vraies négociations, ni la moindre diplomatie sérieuse. Ils entretiennent juste l'idée que si l'Iran se soumet totalement à notre volonté, s'il plie complètement, alors là, ce serait un ami et on pourrait le considérer comme un partenaire de négociation. Mais ça, ce n'est pas une position réaliste. Il faut regarder ça du point de vue du Pentagone. Pete Hegseth est en train de présider à un échec monumental, historique, non seulement à cause des pertes subies par l'armée américaine, mais aussi à cause de l'échec stratégique fondamental de tout ce projet. Mais ils doivent quand même rester actifs. Ils doivent continuer à montrer qu'ils ont des opérations viables en cours. Donc je pense qu'ils utilisent cette manœuvre autour du protocole d'accord pour modifier les faits sur le terrain dans le détroit d'Ormuz, afin de pouvoir dire qu'ils seront en mesure de jouer une carte plus forte à l'avenir. Mais une grande partie de tout ça, c'est aussi de la politique. Ils doivent donner l'impression d'être occupés, même avec un arsenal d'armes un peu affaibli. Ils doivent continuer à avancer, pas à pas, jusqu'à ce qu'ils soient dans une position plus solide une fois qu'ils se seront réarmés et réapprovisionnés. Et Israël aussi doit se retrouver dans cette même position de force. Les États-Unis ne peuvent pas agir contre l'Iran et laisser Israël complètement exposé. Donc ce calendrier concerne à la fois les États-Unis et Israël. C'est comme ça que je le comprends, simplement en regardant les actions américaines. J'adopte une approche très réaliste et objective. Je ne vois aucun changement dans la politique américaine, aucun changement dans le discours ni dans les actes, malgré toute cette façade d'un protocole d'accord en négociation. On aimerait croire qu'il y a des gens qui veulent un accord de paix ou un cessez-le-feu, mais dans cette administration, je dirais que c'est absolument faux. Je ne ferai confiance à personne, pas plus loin que je ne pourrais les porter. Entrons un peu dans le détail, parce que c'est une position très problématique pour les États-Unis et même contradictoire avec ce qu'on a vu publiquement de la part de l'administration. D'un côté, le 17 juin, quand le président Trump a signé ce document, il a reconnu, je cite en substance, « Notre réserve stratégique de pétrole, il nous reste environ 4 semaines. Et si on continuait comme ça, si le détroit restait fermé, on pourrait se retrouver face à une dépression mondiale. » C'est ce qu'il a dit à ce moment-là, à ce fameux pupitre, quand il s'est levé pour faire cette déclaration. Mais ensuite, quand on commence à regarder les actions depuis ce moment-là, à moins que je ne sais pas, son cerveau est complètement oublié tout ce dont il avait parlé. Mais maintenant, on voit bien que, littéralement, quelques jours après, dès qu'on a commencé à dire, et je crois que c'était, je n'ai pas le document sous les yeux, mais je pense que c'était quelque part entre le 17 et, je dirais, le 25 environ, on a annoncé qu'on allait mettre en place un corridor sud, ce qui était une violation directe du point numéro 5. Je vais le lire ici. La République islamique d'Iran prendra les dispositions nécessaires en déployant tous ses efforts pour assurer le passage sûr des navires commerciaux, sans frais, pendant 60 jours, entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et inversement. C'est bien ce qu'on avait dit. Et puis, à peine quelques jours plus tard, on s'installe là-bas, alors que clairement, ce n'était pas prévu dans le protocole d'accord. Il n'y avait aucune possibilité pour ça. Et donc, ça a créé une dynamique qui a conduit à ce qu'ils disent « Non, c'est nous qui gérons. Et si vous faites ça, vous violez l'accord et on va utiliser la force pour empêcher tout navire de passer. » Contrairement à ce qu'on a mis en place ici. Et ensuite, tout a dégénéré, l'incendie, et tout le reste que vous connaissez très bien. Donc, on savait que ça allait provoquer des problèmes économiques, d'un côté.
Mais en même temps, on agit pour que ce détroit reste fermé, alors que son ouverture allégerait la pression. Résultat, la pression revient. Comment vous conciliez ces deux positions? Eh bien, il me semble assez clair, Danny, que si on regarde le calendrier du protocole d'accord et le planning prévu, celui auquel les États-Unis avaient en quelque sorte consenti, ou peut-être qu'ils l'avaient rejeté, je ne sais plus, on parle de cette période de 60 jours après coup, qui correspondrait à la première phase. Mais tout ça semble coïncider assez parfaitement avec le fait que les États-Unis, sous l'administration Trump, envoient tous les 60 jours une lettre au Congrès. La dernière a été envoyée il y a moins de 24 heures, pour prolonger, en quelque sorte, la reconduction de cette guerre non déclarée ou de ces actions et opérations militaires contre l'Iran, sans avoir à passer par le Congrès, en contournant la loi sur les pouvoirs de guerre. Donc, c'est juste un renouvellement de 60 jours, et ça continue ce cycle. Et je pense vraiment que la Maison-Blanche de Trump croit que c'est comme ça qu'ils vont mener cette guerre, sur la base d'un renouvellement exécutif tous les 60 jours. Du coup, ils vont simplement maintenir le mouvement. Ils doivent garder la machine en marche, même si c'est à faible intensité. Mais eux y croient, et moi je suis convaincu que c'est vrai. Et les faits, je pense, le confirment. Ils croient qu'ils peuvent, enfin, qu'ils ont une stratégie. En réalité, c'est pas une stratégie, c'est juste de la tactique. Leur idée, c'est de frapper toutes les infrastructures radars, d'affaiblir et de dégrader les capacités navales de l'Iran, ou ses capacités logistiques, ou radars, ou même administratives, pour gérer le détroit d'Ormuz. Alors ils se retourneraient et diraient, eh bien, l'Iran n'est pas capable de remplir ses obligations, parce qu'on les a tellement bombardés après, disons, 4 ou 5 mois, peut-être vers septembre, octobre, novembre. Et à ce moment-là, ils feraient cette déclaration, ils défendraient cette position. Donc à mon avis, ils vont continuer à grignoter petit à petit, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les États-Unis ne peuvent pas se retirer et fuir. Ils ne peuvent pas abandonner Israël. Toutes ces options sont intenables pour Washington. Alors en gros, ils vont rester sur place et mener une sorte de conflit à long terme, de faible intensité, jusqu'à ce qu'ils puissent en sortir. Tu sais, voilà le problème avec ça, Patrick. On n'est pas en Afghanistan. C'est pas la guerre en Irak, où tu peux littéralement rester indéfiniment. Tu pouvais passer 8 ans en Irak, 20 ans en Afghanistan. Et franchement, qui en dehors du pays allait vraiment s'en soucier? Il y a beaucoup de choses importantes qui se passent en ce moment. En voici une, très concrète, que Trump a déjà soulignée. La réserve stratégique de pétrole est aujourd'hui à son niveau le plus bas. Et ça, c'est au 3 juillet. C'est la donnée la plus récente que j'ai pu trouver ce matin. C'est à son niveau le plus bas depuis 1983. Et maintenant, soit ça continue de baisser, soit on arrête d'utiliser la réserve stratégique de pétrole. Mais si on l'arrête, ça va réduire l'offre sur le marché mondial et donc faire remonter les prix. Dans tous les cas, si on appelle ça grignoter le problème, mais qu'il faut des mois avant que l'Iran ne perde, au moins en apparence, le contrôle de la situation. Là, on est vraiment mal. Oublions les élections de mi-mandat un instant. Cet été, ça va provoquer de vrais problèmes économiques. Alors, comment on concilie ces deux réalités? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse justifier ça économiquement. Il va simplement y avoir de la douleur à la pompe, des pressions inflationnistes pour les États-Unis et d'ailleurs pour l'économie mondiale aussi. Mais la vraie question, c'est pourquoi les États-Unis doivent garder le pied sur l'accélérateur, même à une intensité moyenne, contre l'Iran. D'où ça vient? Est-ce que ça vient d'une grande doctrine militaire, d'une stratégie réfléchie? Ou est-ce que ça vient d'un intérêt financier pour les États-Unis et plus précisément pour le cercle rapproché de Trump?
Je vois bien les options de vente et d'achat sur les actions et les contrats à terme sur le pétrole. Oui, je vois bien qu'ils gagnent de l'argent. Wall Street, Howard Lutnick et tous ceux de son genre gagnent beaucoup d'argent grâce au côté opportuniste de cette situation. Mais pour les États-Unis dans leur ensemble, évidemment, il n'y a rien de positif là-dedans. Alors d'où vient tout ça? Et il faut bien le dire, je ne veux pas paraître trop évident ou trop cliché, mais je pense, d'après les déclarations du lobby israélien et de tous leurs représentants à Washington, à J Street et ailleurs, qu'ils attaquent très fortement Trump pour avoir relâché la pression plus tôt ou pour avoir essayé de maintenir cette pression sur les États-Unis afin qu'ils restent engagés contre l'Iran. Et quelles que soient les privations économiques que cela entraîne, ça ne les préoccupe pas vraiment. C'est assez évident qu'ils s'en fichent. Les Américains, eux, peuvent s'en soucier ou en souffrir à différents niveaux, mais clairement, ceux qui font pression dans ce lobby, eux, n'en ont rien à faire. Donc ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Les États-Unis vont maintenir un certain niveau de pression militaire sur les Iraniens et affaiblir leur position. Ensuite, ils pourront dire qu'en gros, l'Iran n'est pas capable de gérer le détroit d'Ormuz. Je le vois venir. Ce sera leur stratégie, de toute façon. Maintenant, que ce soit vrai ou pas, ce renouvellement de 60 jours est important, Daniel, parce que cette semaine seulement, au Sénat, les démocrates ont rejeté le projet de loi sur la défense, le NDAA, un petit paquet à 1,150 milliard de dollars. Et enfin, je ne dis pas que c'est... Je veux dire, je suis sûr qu'ils vont revenir avec d'autres versions de tout ça, mais ça, je ne l'avais encore jamais vu. C'était mené par Bernie Sanders et Chris Van Hollen, des sénateurs. Alors oui, j'ai été un peu surpris. Franchement, je ne pensais pas que les démocrates, ni même quelques républicains dissidents, auraient le courage de faire ça. Donc on sent qu'il y a un peu de pression politique qui commence à bouger, d'une manière qu'on n'avait pas encore vue. Et au niveau du Sénat, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça montre peut-être qu'il n'y a pas un consensus total à Washington sur cette guerre. Qui sait? Mais à mon avis, notre meilleur espoir ne viendra pas de la Maison-Blanche de Trump, Daniel. Il viendra plutôt de pression extérieure, venue d'ailleurs. Eh bien, il va clairement y avoir de la pression. Et cette pression économique va commencer à se faire sentir, à faire mal à certaines personnes. Et en général, quand les gens commencent à souffrir financièrement, ils ne restent pas silencieux. On verra comment tout ça va évoluer. Mais comme vous l'avez dit il y a un instant, il y a aussi une pression dans l'autre sens. Ceux qui se moquent du résultat ou de la douleur à court terme, ils veulent simplement que la guerre continue. Vous avez mentionné tout à l'heure que toute cette histoire absurde autour de l'île de Karg est revenue sur la table. Et on a entendu le général Wes Clark dire un mot, le général Jack Keane dire que c'était une bonne idée, et le général Kellogg aussi. Ces trois généraux à la retraite, 3 ou 4 étoiles, ont tous dit « Oui, c'est une très bonne idée ». Eh bien, il y a quelques jours, le général Kellogg est allé un peu plus loin. Il a dit que nous avons un accord pour maintenir, et il a utilisé ce terme, pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Nous avons bel et bien la capacité militaire de maintenir le détroit ouvert. Nous l'avons déjà prouvé, et ils peuvent le faire. Maintenant, la deuxième question. Avons-nous la volonté de le faire? Non. Mais le président Trump, lui, a cette volonté. C'est la question que nous posons au peuple américain. Vous devez soutenir le président. C'est un moment décisif. Beaucoup de critiques disent que c'est une guerre de choix, qu'on ne devrait pas s'y engager. N'importe quoi, c'est une guerre pour les enfants et les petits-enfants des Américains. Et ça ne me pose aucun problème, et ça ne devrait pas leur en poser non plus. Et si vous devez payer un prix pour ça, eh bien, qu'il en soit ainsi.
Ok, c'est quoi ce délire avec « c'est pour nos petits-enfants » Franchement, déjà, il n'a jamais expliqué ça, nulle part, dans tout son extrait. Mais il s'en sert comme d'un truc un peu patriotique. Non, mais on se croirait en URSS, en pleine guerre froide. C'est pour nos petits-enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Sérieusement, commençons par là. Il a dit que c'était pour la richesse de nos petits-enfants. Vous voyez, il a glissé ce mot à la fin, presque en douce. Bon, on nous avait pourtant dit que les États-Unis ne dépendaient plus de l'énergie du Golfe. Donald Trump nous l'a répété plusieurs fois. Pas d'inquiétude, on ne prend plus de pétrole dans le Golfe Persique. Alors ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à se décider sur la vraie raison ou la justification de tout ça. Et là, on revient à la question de la stratégie, Daniel. Parce que si on n'est pas capable d'expliquer clairement pourquoi on est là, tout le monde peut bien parler des moyens militaires. On a eu cette discussion pendant des années avec l'Irak, la montée en puissance, vous savez, Petraeus, la fameuse surge. Combien de soldats faut-il? Comment faut-il s'y prendre pour occuper et administrer l'Afghanistan ou l'Irak? Mais personne n'a jamais vraiment débattu du fond. Toutes ces années, Daniel, il n'y a pratiquement jamais eu de débat sur la raison même de notre présence là-bas. Pourquoi est-ce qu'on était là-bas? C'est ça, la vraie question. Et c'est une discussion que l'Amérique n'a jamais vraiment eue, même encore aujourd'hui. Pas de manière honnête, en tout cas. De manière honnête. Les petites phrases entre Donald Trump et Jeb Bush pendant la campagne, c'est à peu près tout ce qu'on a eu comme débat national sur le sujet. Et c'est pareil pour cette histoire-là. Alors, tout ce qu'on entend de la part de ces commentateurs, franchement, j'aimerais bien avoir un poste comme Kellogg sur Fox, être payé, $1,000 pour 5 minutes, ou peu importe combien ils leur donnent, juste pour dire n'importe quoi à l'antenne à chaque fois. Et au final, ils sont incapables d'expliquer pourquoi on fait ça. C'est pour les comptes épargne de nos petits-enfants, pour ton plan retraite, comment ça marche, concrètement. Eh bien, ça ne marche pas. C'est du grand n'importe quoi. Ils n'ont aucune explication. Vraiment aucune. Même sans entrer tout de suite dans les explications, on va y venir dans un instant, un peu plus en détail. Regardons d'abord la question de l'exactitude. D'abord, il a dit que nous avons la capacité militaire, je cite, de maintenir le détroit ouvert. Ce qui sous-entend qu'il était déjà ouvert et qu'il s'agissait simplement de le garder ouvert. Il n'a même pas dit qu'il fallait l'ouvrir. Et pourtant, quand on regarde les faits, c'est une information de ce matin, le Lloyd's List, une publication spécialisée dans le commerce maritime, rapporte que le trafic non iranien a pratiquement disparu. Et là, on touche à quelque chose qui me pose vraiment problème depuis quelque temps. Ce sont les mensonges qu'on répète encore et encore. Le président Trump en tête, qui affirme que le pétrole coule à flot, que le détroit est ouvert, que tout circule normalement. Le commandement central, dans son communiqué officiel sur son compte X officiel, a déclaré que le détroit est ouvert, que c'est un mythe de dire qu'il est fermé ou que les Iraniens le contrôlent. Selon eux, c'est nous qui le contrôlons. Mais encore une fois, regardez combien de navires non iraniens en sortent. Pratiquement aucun. Alors, sur quelle base peut-on dire qu'on peut le maintenir ouvert ou même le rouvrir? Et il y a une raison pour laquelle on a arrêté après 40 jours et 40 nuits de bombardement. C'est parce qu'on n'a pas réussi à l'ouvrir par la force. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien oui, mais n'oublions pas une chose. Qui est allé supplier pour un cessez-le-feu au tout début du mois d'avril? C'était le 8 avril, non? Ce n'était pas l'Iran. Téhéran n'était pas en train de frapper à la porte de Washington pour demander un cessez-le-feu. C'était les États-Unis et Israël qui suppliaient l'Iran d'accepter un cessez-le-feu, si notre mémoire est bonne. Ensuite, il y a eu le plan en 14 points, qui s'est transformé plus tard en un mémorandum d'entente, et nous en sommes là aujourd'hui.
Et les États-Unis ont fait absolument tout ce qu'on peut imaginer pour saboter leur propre mémorandum, si tant est que ce soit possible. Mais oui, ils ont tout fait pour miner leur propre accord. Et maintenant, ils essaient un peu de s'en désolidariser en disant « Bon, le protocole d'accord est mort, on revient aux frappes militaires. » Comme je l'ai dit, tout ça, c'est du théâtre politique. En même temps, il envoie une lettre au Congrès pour dire « Donnez-moi encore 60 jours ». Donc, franchement, ça paraît assez évident. Leurs manœuvres sont devenues très transparentes. Ils n'ont plus vraiment d'atouts stratégiques à jouer. Alors, ils continuent à inventer tout un mélange cacophonique d'excuses différentes. La semaine prochaine, Daniel Davis dira sans doute « L'Iran ne peut pas être autorisé à avoir l'arme nucléaire ». Ils vont insister là-dessus pendant une semaine, puis passer à autre chose. Mais on a l'impression que ça change tout le temps. Je sais pas, toutes les 2, 3 journées ou toutes les 2 semaines. Et c'est bien ça le problème. Ils cherchent désespérément à se trouver une justification. Et peut-être qu'il y a une certaine logique, du point de vue de la Maison-Blanche, à aggraver la crise économique mondiale pour ensuite pouvoir intervenir plus fermement, essayer d'atténuer le problème et sauver notre économie en frappant plus fort contre l'Iran. Je réfléchis à voix haute là. Il faut se mettre dans la tête des durs, comme on les appelle, comme J.D. Vance aime les appeler, mais ceux de Washington. Quelle est leur stratégie, au juste? Moi, je la vois pas. C'est vraiment, vraiment difficile de discerner une stratégie cohérente. Eh bien, je peux certainement vous montrer les tactiques que ces gars-là utilisent. Et ça va nous amener à un point sur lequel j'ai vraiment un gros problème. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit des déclarations officielles, faites par nos plus hauts responsables militaires, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Comme vous le savez, en 2012, je suis rentré de ce qui était ma quatrième mission de combat au total, la 2e en Afghanistan. Et là, j'ai pris la parole publiquement. J'ai dit qu'on nous mentait, que nos plus hauts responsables militaires mentaient au peuple américain en affirmant que nous étions en train de réussir alors que ce n'était pas le cas. Et j'ai expliqué en détail pourquoi. C'était en 2012. Et à cette époque-là, si je me souviens bien, la confiance que le public américain accordait à l'armée en tant qu'institution tournait autour de 70%, quelque chose comme ça, ce qui était largement au-dessus de tout le reste. Vous savez, les médias, le Congrès, la Maison-Blanche, tout ça c'était dans les 20%, voire moins, parfois même à un chiffre. Mais l'armée, elle, était vraiment très haut. Et pour moi, c'était un problème, parce que ça voulait dire qu'on leur faisait beaucoup trop confiance. Aujourd'hui, c'est autour de 58%. Donc, ça a baissé, mais ça reste encore très élevé. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose de l'amiral Cooper, qui va justement expliquer pourquoi il faut continuer dans cette direction. Les forces américaines continuent de déployer une puissance de combat dévastatrice contre le régime iranien. Je l'ai déjà dit, mais ça mérite d'être répété. La puissance militaire américaine ne cesse de croître, celle de l'Iran décline, et nos objectifs restent très clairs. Nous voulons éliminer la capacité de l'Iran à projeter sa puissance contre les Américains et contre ses voisins. Chaque jour, nous frappons durement les missiles balistiques et les drones iraniens. À ce jour, nous avons visé plus de 5500 cibles à l'intérieur de l'Iran, dont plus de 60 navires, en utilisant différents systèmes d'armes de précision. Hier encore, nous avons mené des vagues de frappes presque toutes les heures, depuis plusieurs points et directions, en direction de l'Iran. Nous avons aussi détruit le dernier des 4 navires de guerre de la classe Soleimani. C'est toute une classe de navires iraniens qui est désormais hors de combat. Je qualifierais nos frappes d'imprévisibles, de dynamiques et de décisives.
Depuis les premières 24 heures de cette campagne, les attaques iraniennes par missiles balistiques et par drones ont chuté de façon spectaculaire. Et il a dit que ça avait chuté brutalement là-bas. Écoutez, eux s'affaiblissent, et nous, on devient plus forts. Alors pourquoi est-ce qu'on a accepté un cessez-le-feu, amiral? Et vous voulez utiliser cette statistique, dire que, eh bien, dès les premières 24 heures, ça a chuté de façon spectaculaire. Écoutez, le secrétaire à la guerre Hegseth a dit que pendant les 3 ou 4 premiers jours, je crois que c'était le 5e jour, quelque chose comme ça, il y avait en gros une sorte d'impasse. Parce que si on lançait une attaque contre l'Iran, tous ces gens n'auraient pas attendu les ordres du commandement et ils auraient déclenché une frappe massive de partout. C'était un nombre énorme qui est sorti et ensuite ils ont commencé un tir soutenu. Bon, on veut faire croire qu'on a fait quelque chose pour faire baisser ça. Et maintenant, des mois plus tard, on essaie d'en tirer un peu de crédit. Mais écoutez, répondez-moi franchement. Si nos capacités se renforcent et que les leurs s'affaiblissent, pourquoi avons-nous accepté un cessez-le-feu à ce moment-là? Et pourquoi ne pouvons-nous pas simplement rouvrir le détroit maintenant et reprendre le contrôle? Pourquoi, encore aujourd'hui, ne l'avons-nous toujours pas repris, si tout cela est vrai? Parce que, pour une raison toute simple, Daniel, les États-Unis ne sont plus une superpuissance dans le Golfe Persique. Désolé de vous l'apprendre, mais vous l'avez en grande partie abandonné. Vous avez quitté beaucoup de vos bases. Votre présence militaire n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était. Et rien que pour cette raison, les États-Unis se retrouvent dans une position extrêmement faible dans la région. Alors même si ce que dit M. Cooper est vrai, même si tout ce processus d'affaiblissement est bien en cours, même si les États-Unis accumulent de beaux chiffres et des statistiques impressionnantes sur le nombre de personnes qu'ils ont tuées, de bateaux qu'ils ont détruits, d'infrastructures et d'installations qu'ils ont endommagées en Iran, où en sera-t-on dans un an? Est-ce que l'Iran va brandir le drapeau blanc à Noël? Ou après les élections de mi-mandat? Où en serons-nous dans 12 mois? Est-ce que les États-Unis seront dans une position plus forte ou plus faible dans la région d'ici 12 mois? Je ne peux que regarder les faits, Daniel. Et ce qu'on voit clairement, c'est que les États-Unis deviennent de plus en plus faibles dans la région, et ils le seront encore davantage dans un an. Ce sont des changements tectoniques irréversibles dans la géopolitique et dans la projection de puissance dans cette zone, et rien ne va les inverser. Vous n'allez pas recoloniser la région. Ça n'arrivera pas. À partir de maintenant, tout va coûter plus cher aux États-Unis. Le prix de la projection de puissance en Asie de l'Ouest a augmenté, au moment même où les États-Unis sont de plus en plus, disons-le, en faillite, incapables de gérer cela, en plus de toutes les autres aventures et opérations de pillage à travers l'Amérique latine que cette administration, ou celle de Trump, ou peu importe comment on l'appelle, donc tout ça, c'est super. C'est une belle vitrine, très impressionnante. J'adore les vidéos, les caméras embarquées, des F-35, tout ça. Mais est-ce que ça va vraiment vous mettre dans une meilleure position dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois? Qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ans? Vous serez encore en train d'essayer de jouer à ce jeu-là dans 3 ans. Daniel, l'option la plus économique, c'est un accord négocié et que les États-Unis se retirent de cette affaire, qu'ils arrêtent de s'enfoncer dans ce portefeuille tactique absurde qu'ils poursuivent. C'est la seule position économiquement viable pour les États-Unis. Sinon, ce sera juste plus de pertes, plus de coûts, et ils vont encourager la région à devenir de plus en plus anti-américaine et anti-israélienne. C'est exactement ce qui va se passer. Et je veux aller dans cette direction. Je suis content que vous en parliez.
parce qu'il s'est passé quelque chose hier soir que j'ai trouvé particulièrement choquant. En fait, vers 11h30, j'ai fait une courte émission après avoir découvert quelque chose qui, à mon avis, est directement lié à ce dont vous parlez, à savoir la dégradation de notre réputation. Quand on dit des choses qui sont manifestement fausses et que les gens peuvent voir de leurs propres yeux que c'est pas vrai, rien que ça affaiblit la confiance dans tout le reste de ce qu'on dit. Mais quand ils voient en plus des publications comme celle de CENTCOM sur leur compte officiel sur X hier, je pense que ça aggrave encore la situation. Tout d'abord, c'était vers 16h30, en fin d'après-midi. Nous avions annoncé que les États-Unis avaient neutralisé un navire non conforme dans le golfe arabo-persique. Et nous avions précisé que le Belama, battant pavillon de Cracovie, un navire commercial en transit dans les eaux internationales vers l'île de Karg, avait ignoré plusieurs avertissements alors qu'il tentait, selon eux, de violer le blocus américain. Un avion américain a alors neutralisé le navire en tirant un missile Hellfire dans sa cheminée. Mais quand on regarde la carte de la région, l'île de Karg et le golfe arabo-persique ne se trouvent même pas dans la zone de notre blocus. Donc, personne n'essayait de franchir le blocus. Le navire naviguait simplement dans les eaux internationales en direction de son propre port. Et pour une raison que j'ignore, on a décidé de s'en prendre à ce navire commercial qui n'était pas bloqué. 5 heures plus tard, ce même commandement central publie un message disant que les forces américaines ont frappé des centres de commandement iraniens, des sites de défense aérienne, des capacités de missiles et de drones, ainsi que des installations de surveillance côtière, afin de réduire encore la capacité de l'Iran à menacer les équipages civils et les navires commerciaux qui traversent le détroit. Donc, d'un côté, on se vante, on revendique ouvertement avoir attaqué un navire civil qui ne cherchait pas à briser le blocus. Il faisait simplement route dans ses propres eaux, pas dans la zone de blocus, et on l'a frappé. Et puis, quelques heures plus tard, on explique qu'on a frappé l'Iran parce qu'il menaçait des navires civils, exactement comme ce que nous venions de faire. Sauf que, dans leur cas, les navires traversaient ou tentaient de franchir leur blocus dans le couloir sud des eaux omanaises. Alors comment est-ce perçu quand on a des déclarations aussi radicales, aussi spectaculaires, totalement contradictoires, à seulement quelques heures d'intervalle? Eh bien, le monde, disons que les Iraniens ne vont certainement pas prendre les États-Unis au sérieux, quoi qu'ils disent. Et ils n'ont pas à le faire. D'ailleurs, ils l'ont déjà dit officiellement et publiquement. Mais pour le reste du monde, les pays respectueux du droit, ceux qui suivent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou le droit international, vont regarder ça et se dire que non, en réalité, les États-Unis représentent un vrai risque. Ils attaquent des navires commerciaux. Les États-Unis n'ont pas le droit de gérer le trafic dans le détroit d'Ormuz, ni d'imposer un blocus dans les mers voisines. Ils n'en ont tout simplement pas le droit. Et d'un point de vue juridique, oui, d'un point de vue juridique, entre l'Iran et Oman, il n'y a de toute façon aucun espace pour des eaux internationales entre leurs eaux territoriales respectives. Donc l'Iran, ayant été attaqué par les États-Unis et par Israël, est tout à fait dans son droit, selon le droit international, de gérer ce détroit comme il l'entend, puisqu'il est en guerre. D'accord? Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Iran, et donc l'Iran a été attaqué par Israël et par les États-Unis. Ils vont donc administrer le détroit comme ils le veulent, et c'est leur droit de le faire. On ne peut pas attaquer un pays, déclencher une guerre, puis se plaindre ensuite des conséquences et des retombées de ses propres actions. Pourtant, c'est exactement ce que les États-Unis essayent de faire. C'est complètement absurde. Et beaucoup de pays regardent Washington en ce moment en se disant « Vous avez vraiment perdu le fil sur cette affaire. » Et vous savez, je vois le vice-président chez Joe Rogan.
Et franchement, c'est triste. On voit bien que sa principale préoccupation, c'est déjà de faire campagne pour 2028, au lieu de vraiment s'occuper du fond du problème. Parce que ce qu'on attend, c'est des gens qui s'impliquent vraiment dans les vraies questions. Le président, lui, ne s'y intéresse pas non plus. Il est complètement à côté de la plaque. Il dit des choses absurdes sur Truth Social, comme cette idée d'une taxe mondiale de 20% sur toute l'activité commerciale dans le Golfe Persique. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est J.D. Vance? Au lieu d'apporter un peu de recul, il invente des histoires sur ce qui se passe, comme le protocole d'accord et les négociations. Alors d'où vient le leadership là-dedans? On a perdu le vice-président, on a perdu le président. Allez-y. Well, what I Go ahead. What I can tell you is from one of the other Ce que je peux vous dire, c'est que l'un des autres responsables du gouvernement à la Maison-Blanche, Stephen Miller, veut mettre sa propre touche là-dessus. Et si l'objectif des États-Unis était vraiment de trouver un accord négocié, de chercher un moyen de mettre fin au conflit, d'ouvrir le détroit d'Ormuz pour que le flux de pétrole reprenne, soutienne l'économie mondiale et donc l'économie américaine. Si c'était vraiment notre but, alors on tiendrait un discours dans ce sens. On chercherait à apaiser les tensions, à dire « discutons-en, parlons-en, reprenons le dialogue sur le paragraphe 5 ». Qu'est-ce qu'il signifie exactement? Avons-nous des remarques? C'est ce qu'on ferait si c'était vraiment notre intérêt. Voici ce que Stephen Miller dit être notre intérêt. Il y a, dans le pays et au sein du gouvernement, des éléments qui sont désespérés de conclure un accord avec les États-Unis. Et nous avions signé un accord que les Iraniens ont violé. Ils ont attaqué des navires commerciaux dans le détroit et le président Trump a été très clair. On ne défie pas les États-Unis. On ne viole pas un accord avec les États-Unis, on ne manque pas à sa parole envers le président Trump ou envers l'Amérique. Et si vous attaquez la navigation en violation de cet accord, vous en paierez le prix, un prix infernal. D'accord, donc on a clairement attaqué des navires civils. On vient juste de le rappeler. Selon le protocole d'accord, on devait lever les sanctions énergétiques contre l'Iran. On l'a fait pendant un moment, puis on les a rétablies, et ensuite on en a ajouté de nouvelles. On était censé débloquer des fonds gelés. On ne l'a pas fait. On devait créer un compte pour un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. On ne l'a pas fait non plus. Mais à part ça, on a tout fait. Enfin, en réalité, on n'a rien fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu en as oublié une, Daniel. T'as pas entendu la dernière? Ils ont dit non, il n'y aura pas de taxe de 20%, parce que les Arabes du Golfe vont investir 2 ou 3 000 milliards, qui sait, dans l'économie américaine. Celle-là, je l'ai entendue. Tu t'en souviens, il y a 18 mois, pendant le voyage au Qatar, quand les femmes faisaient tournoyer leurs cheveux? Donald Trump avait déclaré victoire, en disant que tous ces investissements directs allaient relancer l'économie américaine, la plus chaude du monde. Oui, elle tourne à plein régime, Daniel, mais du côté de l'inflation. Enfin, c'est un autre sujet. Mais c'est ça la position de repli. C'est juste une de plus. Ils en sont maintenant à recycler encore et encore les mêmes excuses et les mêmes arguments. Alors que les pays arabes viennent nous sauver avec leurs investissements, ça n'arrivera pas, je peux vous le dire tout de suite. Ils ne vont pas injecter leur argent dans l'économie américaine. Ils vont le placer dans les marchés émergents, là où ils obtiennent un vrai retour sur investissement. Mais ce ne sera pas aux États-Unis. Les grands experts de l'investissement aux États-Unis disent eux-mêmes de ne pas investir dans l'économie américaine en ce moment. Ils recommandent d'investir dans les marchés émergents. Donc oui, je suis sûr d'une chose. Les Saoudiens et les États du Golfe savent très bien où ils mettent leur argent. Et je peux vous assurer que ce ne sera pas aux États-Unis.
Certainly not in those numbers here. But one other thing Certainement pas dans ces proportions ici. Mais il y a autre chose que Miller a dite, et ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant. On ne semble pas du tout intéressé par des négociations, ni par quoi que ce soit d'autre. Miller, dans l'extrait qu'on vient de montrer, disait en gros qu'on cherche une reddition. Il disait, oui, on a déjà signé un protocole d'accord, mais en réalité, on ne veut plus faire ça maintenant. On veut juste que vous fassiez ce qu'on vous dit de faire, même si nous, on ne fait rien de ce qu'on vous demande. Peu importe ça, on veut que vous fassiez ce qu'on vous dit. Et si vous ne le faites pas, il a continué en disant ceci. D'une manière ou d'une autre, que ce soit par les bombardements, par le blocus, par l'asphyxie économique ou par la pression internationale exercée sur eux, par l'un ou par tous ces moyens, ce pays, ce régime, sera finalement contraint de changer de comportement. Ça va arriver, Sean, et le président Trump doit avoir la force et la détermination d'aller jusqu'au bout. D'accord. Encore une fois, je peux poser la question. Pourquoi avons-nous signé le protocole d'accord au départ? Pourquoi avons-nous fait le cessez-le-feu en avril, avant? Si c'est comme ça, alors on aurait dû aller jusqu'au bout. Maintenant, je ne sais pas si on est déjà passé par cet accord, là où on en est. Reprenons les choses, réorganisons-nous, rechargeons, peu importe. Et ensuite, on y retournera. Peut-être que c'est ça, en fait. Je n'en sais rien. Mais il n'y a absolument aucune diplomatie dans sa voix. C'est juste, soit vous faites ce qu'on dit, soit on vous détruit. Mais je dois demander, Patrick, est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire ça? Je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à croire que ça puisse arriver parce que d'abord, quelles sont les qualifications de Stephen Miller pour parler de questions sensibles de politique étrangère? Je veux dire, il n'a même pas de diplôme en droit. Il a dirigé America First Legal, ce qui est déjà assez intéressant. Mais bon, aujourd'hui, il est quasiment chef de cabinet ou adjoint au chef de cabinet à la Maison-Blanche. Et il ne sait pas de quoi il parle. Ce qu'il fait, en réalité, c'est présenter une sorte de caricature à la Disney, façon Aladdin de l'Iran, de ses dirigeants, de sa société, de son gouvernement, totalement déconnectés de la réalité. Et il dit tout ça à la télévision nationale. Évidemment, la base de Trump et le téléspectateur moyen de Fox News vont avaler ça sans hésiter. Au fait, je trouve qu'il ressemble plus à Jafar qu'à Aladdin. Mais bon, vas-y, continue. Aladdin, Jafar, oui. Ou ce genre de personnage, tu vois, le mola fou, le génie, ou peu importe. Oui. Mais bon, Miller, lui, il est vraiment à part. Il faut lui reconnaître ça. Il est dans sa propre catégorie. Mais regarde toute cette rhétorique, tout ce discours, ça sonne un peu désespéré. Il y a beaucoup de désespoir là-dedans. J.D. Vance, quand il a fait l'interview avec Rogan, je sais que tu en as déjà beaucoup parlé, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est que le vice-président, rappelons-le, qui se voit déjà comme l'héritier désigné de la Maison-Blanche, à 41 ans aujourd'hui, mais en 2028, il disait que l'Iran est divisé entre les fous et les durs, et qu'il y aurait cette espèce de bataille épique imaginaire à l'intérieur du pays, entre les religieux extrémistes qui croient au retour du 12e imam et les pragmatiques. Alors, les durs et les pragmatiques. Et là, il y a une sorte d'affrontement majeur. C'est cette image qu'on donne de l'Iran. Et d'ailleurs, tout le monde au sein du gouvernement, dans chaque poste de négociation, est un musulman chiite pratiquant. Donc, il n'y a pas la moindre différence entre toutes ces factions soi-disant rivales en Iran. C'est la première chose. Mais le fait que J.D. Vance essaye de présenter les Perses, il dit toujours les Perses, c'est encore une fois cette caricature façon Aladdin, à la Disney, de l'Iran. Le pays s'appelle la République islamique d'Iran, pas la Perse. Mais bon, ça montre bien où ils en sont. Ils sont vraiment désespérés. Et ils essayent de lancer pas mal de distractions. Ils changent sans arrêt de sujet.
Ils partent dans tous les sens. Vance part dans tous les sens. Trump aussi. Vance couvre aussi Trump parce qu'il ne peut pas se montrer déloyal. Il ne veut pas être cloué au pilori publiquement avant le moment opportun, celui où il finira par lâcher Trump. Et ça arrivera sans doute vers 2027, quand ils regarderont les sondages et se rendront compte, si Vance ne saute pas du train MAGA, il coulera avec l'héritage de Trump. Donc à ce moment-là, il devra le lâcher. C'est comme ça, c'est la politique. Aucune surprise là-dessus. C'était prévisible. Mais on fait face à une vraie crise, Daniel, une crise réelle, profonde, sur le plan de la politique étrangère, de la géopolitique et de l'économie américaine. C'est en quelque sorte une crise existentielle, une menace potentielle pour les États-Unis, si on réfléchit à l'instabilité que provoque la trajectoire actuelle de la politique menée. Et tu vois, il n'y a personne capable de dépasser tout ça, de montrer un vrai leadership, un vrai caractère dans le cadre actuel de l'administration Trump. Donc c'est vraiment compliqué. On cherche quelqu'un qui puisse, entre Rubio, Vance, Trump, Miller, franchement, c'est une cause perdue. On assiste ici à un vrai cirque. Ils se sont trompés, complètement, dès le départ. Et il n'y a jamais eu de mea culpa. Au lieu de ça, ils se couvrent tous les uns les autres, et ils se mettent à répéter que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, et tout le reste. Ce sera sans doute le nouveau discours de la semaine prochaine, ou quelque chose du genre. Mais franchement, ça n'inspire pas beaucoup de confiance. Quand on regarde les déclarations des Iraniens, ou même celles des Russes, on se rend compte que même les États arabes du Golfe paraissent plus sensés, plus posés, plus pragmatiques que Washington en ce moment. Et ça, c'est vraiment pas bon. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Vous avez vu Keith Kellogg, vous avez vu l'amiral Cooper, vous venez de voir Stephen Miller, tous en train de taper du poing sur la table en disant qu'on va gagner, que les autres vont devoir se soumettre ou qu'ils tomberont et qu'on prendra le dessus d'une manière ou d'une autre, y compris par la force militaire. Mais nous, on a interviewé Suleiman Ahmed, qui vient du Royaume-Uni et qui était aussi sur le terrain pendant une grande partie de cette cérémonie funéraire. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Je me demande si vous avez observé quelque chose de similaire au cours de vos déplacements pendant cette même période. Il expliquait que beaucoup de gens à qui il avait parlé, à chacune des étapes où il avait pu se rendre, disaient que même s'ils perdaient jusqu'à la moitié de leur population, ils ne se soumettraient jamais à une situation comme celle que vous décriviez tout à l'heure. Ou plus tard, on reviendrait pour leur faire à nouveau la guerre. Ils disent non, on veut continuer ici quoi qu'il arrive, et on supportera tout ce qu'il faudra, même si ça veut dire que des millions de personnes meurent, peut-être, tant qu'à la fin on obtient enfin un peu de paix, parce qu'on aura vaincu nos adversaires. Alors ma question pour vous, c'est la suivante. Quand Miller, Kellogg, J.D. Vance, et à la fin, Trump lui-même, disent en gros qu'ils vont utiliser notre grande armée pour forcer le camp ukrainien, le camp iranien, à faire ce qu'ils veulent à terme. Est-ce que, selon vous, les citoyens laisseront vraiment leur gouvernement conclure un accord de ce genre? Qu'en pensez-vous? Non, et je ne pense pas qu'ils feront la moindre concession aux États-Unis. Ils l'ont dit publiquement, très clairement. Ça n'arrivera pas. Ils subissent des sanctions, des assassinats ciblés, des opérations secrètes, des attaques contre leur monnaie depuis 47 ans. Alors tu crois vraiment qu'ils vont soudainement capituler après 50 ans, au moment même où ils ont l'avantage géopolitique sur les États-Unis? Franchement, Daniel, la manœuvre de judo que l'Iran a réalisée depuis le 28 février est stupéfiante, quel que soit le point de vue historique ou géopolitique. Ils ont réussi à complètement... Enfin, ils ne sont même pas au niveau des États-Unis sur le plan militaire.
ni d'Israël d'ailleurs, ni de la Turquie, ni d'aucun autre pays de la région. Alors, comment ont-ils réussi à inverser le rapport de force face à des puissances politiques et économiques qui clairement sont bien plus fortes? Eh bien, ils y sont parvenus, et ils l'ont fait avec énormément de prudence et une stratégie très calculée. Vous pensez vraiment, après tout ça, qu'ils vont se soumettre à la volonté de Stephen Miller, peu importe à quel point il s'énerve ou s'emporte quand il fait ses déclarations? La réponse, c'est non, absolument pas. Et au-delà de ça, la disposition religieuse de l'Iran, leur foi, les pousse, et c'est quelque chose que beaucoup d'Américains ne comprennent sans doute pas. Ou alors ils sont devenus tellement cyniques qu'ils ne croient plus que quelqu'un puisse avoir des principes aussi profondément ancrés. Leur foi les pousse à adopter les positions morales qu'ils défendent face aux oppresseurs et aux tyrans, tout simplement. Cela inclut la défense des Libanais, des Palestiniens, des Vénézuéliens, des Cubains ou de qui que ce soit d'autre. C'est littéralement, enfin pas avec ces mots exacts, mais c'est inscrit plus ou moins dans leur constitution. C'est ça, l'élément religieux de l'Iran. Tout le cœur de leur économie politique est construit autour de cette idée. Ce n'est pas une séparation entre l'Église et l'État qu'on aurait ajouté à côté. Donc c'est vraiment important que les gens comprennent qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à faire de grands sacrifices, personnels, familiaux et nationaux. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont survécu aussi longtemps, malgré les sanctions les plus dures, les attaques économiques les plus dévastatrices et aussi les attaques militaires des États-Unis. Non seulement ils sont restés debout, Daniel, mais ils ont même renversé le rapport de force. Il n'y a absolument aucune chance qu'ils baissent les bras ou qu'ils brandissent le drapeau blanc. Ça n'arrivera pas. C'est une idée complètement délirante, inventée par des gens aux États-Unis qui ont perdu tout sens des réalités. Ils sont totalement déconnectés. Ils se nourrissent de propagande israélienne. Ils écoutent des gens comme Stephen Miller et tous ces autres relais israéliens présents partout dans le gouvernement et les médias américains. Résultat, ils ont une vision complètement déformée de la région, de l'Asie de l'Ouest et bien sûr, surtout de l'Iran. Les Iraniens sont sans doute la population la plus diabolisée et déshumanisée de toute l'histoire en matière de propagande. Tout ce qu'on vous raconte à leur sujet, c'est l'inverse de la réalité. Peut-être les Russes. Peut-être. Écoutez, le truc, c'est que on peut toujours tourner les choses dans tous les sens. On peut faire semblant autant qu'on veut, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est imprimer du pétrole. On ne peut pas non plus produire du pétrole ou du gaz naturel, comme ça, à partir de rien. Et si on ne peut pas en sortir du Golfe Persique, à un moment donné, la dépense va s'effondrer et on va avoir de sérieux problèmes. Et je pense que c'est là qu'on se dirige, parce que le contexte que vous venez de décrire, on n'arrivera pas à s'en sortir. On ne pourra pas s'en tirer juste avec des mots face à quelqu'un qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Bon, eh bien, on va devoir attendre et voir comment les choses évoluent. C'est un peu là où on en est aujourd'hui. Et juste pour le rappeler, 21ecenturywire.com pour Patrick Henningsen, bien sûr, et son émission Sunday Wire. Toujours une excellente émission à suivre. On recommande vraiment aux gens d'aller y jeter un œil. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On apprécie vraiment. Merci. À bientôt, Daniel Davis. Et on vous remercie aussi, vous tous. Juste pour vous prévenir, dans environ 5 minutes, Larry The Shore Johnson, ancien analyste de la CIA, sera avec nous. Il a toujours des choses très intéressantes à dire. Il parlera un peu de ce qui se passe ici, au Moyen-Orient, mais surtout de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a énormément d'enjeux là-bas. À certains égards, même plus que ce qui se passe au Moyen-Orient. Larry Johnson vous en parlera dans environ 5 minutes,
dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.